Allez, salut à tous et salut à toutes. Bienvenue dans N1, c'est le podcast basket NBA et WNBA. On se retrouve pour un nouvel épisode, une nouvelle semaine et surtout le rendez-vous incontournable de N1, c'est le conseil de classe. Conseil de classe du mois de mars, qui s'achève tranquillement ce lundi 30 mars pour vous qui nous écoutez dès la sortie du podcast. On va reprendre notre petit fil habituel avec notre équipe surdouée, notre bonne surprise, notre équipe peut mieux faire et notre cancre du mois. Pour m'accompagner, deux partenaires. Le premier, vous connaissez évidemment, c'est Yaya. Salut Yaya. Salut Chris, salut à toutes, salut à tous. Bah écoute, tu vois, on a changé d'heure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça sent bon l'odeur des playoffs. Un peu de sueur, beaucoup plus de sueur, du sang, j'espère, sur les parquets. On est dans la meilleure partie de la saison. C'est vrai, on arrive dans le printemps là. Enfin, on se débarrasse de cet hiver cataclysmique, on en avait tous ras-le-bol. Quelle que soit votre région, c'était un enfer. Yaya est avec vous, je suis avec vous et nous avons un nouveau partenaire. La semaine dernière, on avait eu Jérémy de Bleu Blanc Dunk, le site référence là pour suivre l'actu des Français. On salue Jérémy sur le podcast qu'on a fait la semaine dernière. Et là, cette semaine, on accueille un nouveau partenaire. On va te laisser te présenter évidemment, mais d'abord on te salue. Ricardo, salut. Bonjour messieurs, salut Chris, salut Yaya. Bah écoutez, moi ravi de venir et de participer à ce podcast que j'écoute depuis plus de 2 ans maintenant très très régulièrement, que ça soit sur la partie NBA ou sur la partie WNBA. Donc vraiment ravi que vous m'ayez proposé de vous rejoindre. Donc voilà, moi je m'appelle Ricardo, je fais du basket depuis très très longtemps, j'ai une trentaine d'années de coaching derrière moi. Je suis fan de NBA depuis que c'est accessible en France, c'est-à-dire depuis les débuts de Canal. Et puis, j'ai pas mal voyagé aux États-Unis. J'ai eu l'occasion de voir pas mal de franchises en live là-bas, et notamment cette année où j'ai eu la chance d'en voir 6 ou 7 sur la période de décembre notamment. Donc voilà pour me présenter un peu. Yes, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille évidemment, comme tu l'as dit. Fidèle auditeur depuis des années maintenant de l'émission, tu nous as contacté sur la page Instagram là du compte N1 le podcast. On a un petit peu échangé et on s'est dit pourquoi pas te proposer de venir dans l'émission. Et en plus, on te fait commencer avec un baptême sur le conseil de classe, le rendez-vous phare du podcast. Donc, on a toute Je suis confiance très honoré. évidemment. J'en doute pas. Bon, on va pouvoir attaquer tout ça si vous voulez. Messieurs, avec Yaya, tiens, tu fais le petit rappel comme tu sais si bien le faire tous les mois sur les petites catégories du conseil de classe que les auditeurs Et connaissent maintenant, mais bon. ouais, tu les as cités là tout à l'heure, mais bien sûr, on va commencer par notre très bon élève, celui qu'on va féliciter. Ensuite, on aura une bonne surprise. L'élève sur lequel on va faire attention quand même, hein, le peut mieux faire, et enfin le bonnet d'âne, le cancre, celui qui va tout droit vers, il y a pas de relégation, mais vers le fond de la classe, vers le piquet, le bonnet d'âne. Donc on va aborder 4 équipes et on va pouvoir discuter, on va dire entre 10 minutes et un quart d'heure maximum par équipe. Ouais, bon, Bon, ça peut-être sera pas, plutôt peut-être pas 20, pour le camp. ça sera plutôt 20 minutes et 5 minutes pour le cancre. Vous nous connaissez un petit peu maintenant. Et je peux On avoir des vœux pieux quand même, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va attaquer, allez, si vous voulez tout de suite avec notre surdoué du mois et le surdoué du mois. Alors, quand on regarde un petit peu les classements sur le mois de mars, il y a quand même pas mal d'équipes qui ont eu des très gros bilans sur ce mois qui vient, qui vient de s'écouler ou qui va s'écouler là, si vous nous écoutez dès lundi. Et là, nous, on a choisi de partir sur les San Antonio Spurs. Le mois de mars, c'est 12 victoires et 2 défaites, 7 succès de rang, série en cours pour cette équipe des Spurs. Même de toute façon, depuis le début de l'année 2026, le run des Spurs est incroyable. Là, on va se concentrer sur le mois de mars. Et je vais te lancer, tiens, Ricardo, sur les Spurs. Il y a énormément de choses à dire. Donc, je vais pas te lancer la main sur tel ou tel sujet. On te laisse partir un petit peu à l'aveugle parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire sur les Spurs. Et on va rebondir évidemment avec Yaya là-dessus. Moi, ce que j'aimerais mettre en avant déjà, c'est que, effectivement, tu l'as dit, on est le 29 mars et les Spurs sont assurés d'être 2e à l'Ouest, quoi qu'il arrive, quels que soient les derniers résultats. Et ça, je pense que personne n'aurait pu l'imaginer en début de saison. Ils font une série qui est assez exceptionnelle. En plus, je trouve, en gérant bien le temps de jeu des différents joueurs, en n'étant pas obligé de surexploiter Victor sur les matchs.
Donc, je trouve qu'ils ont un effectif qui est très complet. Ils ont trouvé une vraie dynamique. Les Spurs, là, tu l'as dit, depuis 2 mois maintenant. Ils ont un jeu qui est équilibré entre le jeu intérieur, le jeu extérieur. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais que Fox fait du bon boulot pour diriger l'équipe. Bon, évidemment, moi perso, je trouve que l'équipe elle est super bien coachée, que Mick Johnson il fait un super boulot. Et ce qui est d'autant plus intéressant de noter chez les Spurs, c'est que quand tu regardes sur les 9 joueurs les plus utilisés, notamment là sur cette période-là, les mecs, ils ont à peine 25 ans de moyenne d'âge. Enfin, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est-à-dire que non seulement ils sont bons, ils sont jeunes, ils sont collectifs. Personne ne tire la couverture. Bon, évidemment, il y a Victor, mais il n'y a pas que Victor dans l'équipe. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais voilà, pour moi, ce qui est le plus étonnant, c'est qu'ils sont déjà assurés, quoi qu'il arrive, d'être deuxième à l'Ouest. Et donc, ça veut dire qu'ils vont pouvoir gérer même le temps de jeu de leur star pour arriver en play-off sans être complètement éteint par le rythme de la NBA. Ouais, complètement. Après, il y a juste une chose, c'est que faut pas non plus qu'ils gèrent trop parce que il y aura quasiment une semaine sans jouer, une semaine pour se reposer. Donc et tu l'as dit, c'est une équipe jeune, donc ils ont besoin de jouer et tout ça. C'est une équipe qui est vraiment qui a vraiment fait le switch dans les standards NBA. C'est-à-dire que tu vois, ils sont cinquième à l'offensive rating, troisième au defensive rating et deuxième au net rating. Donc pour les ratings, c'est-à-dire que si on met sur 100 possessions, combien de points ils marquent ou combien de points ils encaissent ou l'écart. Donc en fait, moi je trouve que c'est une équipe qui a vraiment fait cette transition et ça correspond vraiment à la montée en puissance de Victor Wembanyama. C'est vraiment la prise de pouvoir sur la ligue qui a été prise là. Et il a dit bon, ok, maintenant on fait un run, on y va. Alors il laisse passer quelques matchs, hein, bien entendu, c'est la NBA. Mais pour moi, le vrai switch dans la saison, le vrai moment où il où il passe un step, c'est les matchs qu'il y a eu contre OKC, où c'est Mmh. vraiment l'équipe qui embête OKC parce que ils arrivent à avoir les joueurs. Ils ont construit leur effectif pour OKC. Et ça, je trouve que c'est plutôt malin. Et derrière, bah, comme ils ont des joueurs plutôt plutôt très très forts, ben ça clique et du coup, là, on a vu au mois de mars, Mmh. tout ce que c'était. Alors, petit bémol, attention à pas être en forme trop tôt. Ce qu'il faut, c'est être en forme pour les playoffs et on sait que cet effectif n'a pas beaucoup de playoffs. Il y a juste, Harrison Barnes qui est le papa, qui a été jusqu'au bout. Derrière, ça a jamais gagné de série de playoffs. Ouais, alors il y a pas mal de choses à aborder évidemment. On va parler un petit peu des joueurs, tiens, et on va quand même prendre quelques minutes pour parler de Victor Wembanyama. Après, on pourra évidemment brasser cet effectif des Spurs parce que évidemment, quand tu as un bilan aussi beau que les Spurs et des ambitions aussi hautes, tu ne peux pas te reposer uniquement sur Victor Wembanyama. Tu as tout un collectif autour, on va en parler. Mais bon, il faut bien aborder le cas du Français. On l'avait déjà abordé la semaine dernière avec Jérémy de Bleu Blanc Dunk, évidemment, sur l'impact du Français. Mais toi, Ricardo, Victor Wembanyama, moi je l'avais dit la semaine dernière. Euh, on savait que ce joueur-là allait être un joueur dominant, un joueur qui allait changer la ligue ou en tout cas bouger les lignes. Est-ce que tu t'attendais à que ce soit dès cette saison et que son impact soit aussi fort des deux côtés du terrain et qu'il y ait autant de joueurs NBA qui jouent actuellement, tu vois, qui soient complètement, pas, j'allais pas dire hypnotisés, tu vois, mais qui soient Bluffé, bluffé. bluffés. On en a des dizaines des déclarations cette année de joueurs NBA, Jalen Brown le dernier, en disant mais c'est ce mec-là, il change des lignes. Est-ce que tu t'attendais à un tel impact tout de suite de Victor qui reste très jeune, hein, faut pas l'oublier. Non, si je dois être honnête, non, je pensais que ça allait arriver sur sa troisième, quatrième année. Là, il faut pas oublier qu'il a peu joué l'année dernière, hein, donc Mm. il a pas non plus un background NBA qui est si conséquent que ça. Non, moi, là où je trouve où il a vachement progressé, c'est dans la transition défense-attaque, où on voyait qu'avant, il y avait des matchs où il était très concentré en attaque et on voyait qu'il avait envie d'impacter les matchs. Et tu voyais que sa moyenne de contre ou juste comme ça baissait un peu dans ces matchs-là. Donc, tu voyais qu'il mettait de l'intensité soit un peu plus en attaque, soit un peu plus en défense.
Je trouve que là, en ce moment, il a vraiment trouvé la bonne alchimie entre l'énergie qu'il doit mettre et en défense et en attaque. Je trouve qu'il est plus lucide dans ses choix, même en ce moment, que ce qu'il ne l'a été, à un moment. Et ce que j'aime bien, c'est aussi, comme tu l'as dit, par rapport aux déclarations des autres joueurs, quand tu lis ce que Draymond Green vient de dire sur Victor, Draymond Green qui est pas le mec le plus tendre de la NBA, tu sens que même Draymond Green, il a de l'admiration pour Victor et ça arrive si tôt que ça, honnêtement, moi, je le pensais pas. OK. Toi, Yaya, on en avait déjà discuté la semaine dernière, mais Victor Wembanyama, au-delà des chiffres que vous pouvez retrouver partout, hein, sur les réseaux tous les soirs, il enchaîne les dingueries. C'est vraiment cette maturité dans le jeu, dans même le leadership autour de cette équipe qui est jeune. Tu le vois, moi, je regardais le match qui a eu lieu, alors pour nous, donc là, on tourne dimanche et qui a eu lieu hier contre Milwaukee. Alors, c'était Milwaukee, hein, on va pas s'enflammer. Oui, c'était une balade de santé. Tu le voyais, il prend la plaquette, il dessine des schémas, tu vois? Je crois que c'était avec, Castle ou je sais plus avec quel joueur c'était. Il a vraiment une aura sur cette équipe et qui est, assez, stratosphérique, je trouve. Ouais, il a une emprise sur l'équipe Mmh. et il a montré: «Bah, écoutez les gars, vous êtes bien gentils». Même, De'Aaron Fox qui normalement est un peu, l'ancien, bah, il se met derrière et ça, il le fait naturellement et c'est ça qui pour moi est le plus important en fait et le plus beau. C'est que vraiment, il arrive et c'est son équipe et il a su imposer son style et il fait jouer l'équipe sur son style et comme je disais, c'est vraiment un style très, très NBA 2026. Carrément, carrément. Donc on va Ouais et continuer puis évidemment. Vas-y, vas-y. ouais, ouais, il faut dire que, alors déjà, il vient d'une famille de basket avec un gros QI basket, hein. Il faut pas oublier qu'Élodie, sa mère, elle est coach de basket, et que Victor, il a traîné dans les salles depuis qu'il est gamin. Moi, je l'ai croisé plein de fois, parce que sa mère entraînait dans le club où moi j'ai aussi entraîné à Saint-Germain-en-Laye. Il y a une vraie culture basket, c'est-à-dire que Victor, c'est un intellectuel du basket. Il intellectualise ce qu'il fait, il réfléchit beaucoup à son jeu et je pense que c'est en ça, c'est ça qui aussi qui lui permet de progresser aussi vite. Et il y a Ouais, pas que alors là-dessus, tu vois, il y a pas que le côté intellectualisation, c'est que, il a tellement travaillé, on voit que c'est une bête de travail surtout, que, il a tellement, c'est devenu tellement naturel, il y a tellement de travail que c'est naturel et c'est pour ça Mmh. qu'on a l'impression que c'est facile. Mais en fait, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail et il va toujours aller chercher un axe pour s'améliorer et je pense que même s'il fait un quadruple double, il sera pas content de son match, il y aura des trucs qu'il voudra reprendre. Ouais, carrément. Sur Victor Wembanyama, il y a énormément de choses à dire et on va continuer à en parler. On en parlera évidemment dans nos épisodes autour des playoffs parce que, les Spurs en playoffs, ça risque d'être quelque chose aussi. Ça va être une grande curiosité. Donc on a Victor Wembanyama, mais on a aussi un collectif qui tourne excellemment bien pour cette équipe des Spurs. Plein de joueurs intéressants à citer. Moi, je veux garder mon petit nom pour tout à l'heure. Je prendrai quelques secondes. Mais, tiens, Ricardo, est-ce que toi, il y a un joueur dans cet effectif, pléthorique des Spurs sur lequel tu as un focus particulier qui t'intéresse, qui t'intrigue, plus qu'un autre? Bah, oui, alors puisque là, on fait vraiment un focus sur, le conseil de classe du mois de mars. Moi, je trouve qu'il y a un joueur sur le mois de mars qui fait des stats qui sont, assez incroyables, c'est Dylan Harper. Heu, j'a Dylan Harper, il tourne là, en ce moment, à 59 au shoot sur le mois de mars. Alors que sur le reste de l'année, il était à peine à 47. Il À 3 points, en prenant en moyenne 3 par match, il tourne à 53,8. Tu sens que et je sais pas si vous avez vu, il y a un match aussi où il a joué titulaire, où il a été très bon. Mmh. Mmh mh. Et vraiment, je trouve que il est en train de passer un palier. C'est un rookie, on en parle peu, on parle beaucoup d'autres rookies dans la ligue. Je trouve qu'en plus, il fait pas de bruit, il tire pas la couverture à lui, il cherche pas à briller plus que ça. Simplement, le mec, il est là, il est présent, il fait ses stats, il donne en défense. Je trouve que sa défense est intéressante. Quelquefois, je trouve qu'il est même plus efficace en défense que ne peut l'être Fox. Et je trouve qu'il a la bonne attitude et surtout, il fait un mois de mars qui est juste incroyable, quoi. Non, mais Tu à parlais l'im ouais, vas-y. excuse-moi, mais tu parlais de famille de basketteurs, enfin voilà, lui aussi il vient d'une grande famille de basketteurs, hein, Exactement. c'est quelque chose dont on parle jamais, mais en fait, pourquoi au basket, il y a souvent des enfants d'eux? Premièrement, bah, déjà c'est le facteur taille, mais après c'est que, dans le sport de haut niveau, il y a des choses que si tu ne connais pas, tu ne peux pas, faire. C'est-à-dire qu'il y a pas que l'entraînement.
il y a tout ce qui est autour et ça c'est quelque chose qu'il faut dire et redire. C'est tout ce qui est autour, il faut s'entourer de personnes qui connaissent comment ça se passe le sport pro. Mmh. Bah, là, donc le match de Dylan Harper où il avait été titularisé, 24 points, 9 sur 13, 4 rebonds, 3 passes. Au pic de draft, il était numéro 2, je crois, de la dernière draft de Oui, l'année, oui, hein, c'est ça, absolument, si je dis pas de ouais, tout à bêtises. fait. C'est ça. Ouais. Donc, alors on s'attend à quand tu es dans les gros choix de draft d'être un joueur tout de suite impactant, mais lui aussi a accepté cet augure de ne pas sortir, d'être dans le 5 majeur et de sortir du coup du banc et d'accepter ça parce qu'il y a un collectif autour qui tourne, qui est fluide et donc ça montre aussi toute cette intelligence basket qu'il y a à San Antonio historiquement. C'est une des franchises qui est quand même peut-être dans le top 3, top 5 des franchises où c'est le plus facile pour se développer, où il y a moins de vagues que dans d'autres villes, dans d'autres États, dans d'autres franchises NBA. C'est vraiment un environnement qui est souvent sain historiquement. Ouais, Yaya. Ouais, mais ça vient aussi d'une chose, c'est que en fait, à partir du moment où ta hiérarchie elle est claire, ben les gars ils savent où ils mettent les pieds. C'est-à-dire que il y a rien de pire dans une franchise et on va peut-être en parler un peu plus tard, où t'as pas de hiérarchie qui est claire. C'est-à-dire que là, à San Antonio, on sait que t'as en haut, t'as Victor, ensuite t'as Fox et Castle, ensuite t'as les role players, et ensuite, si tu veux rentrer et gagner ta place, ben en fait, faut que tu passes les échelons. Et en fait, le système américain, il est pas comme chez nous où à 16 ans, tu peux aller t'entraîner avec les pros si tu es vraiment un excellent joueur, mais tu arrives plutôt à 18 ans à t'entraîner avec les pros. Là, en fait, les Américains, eux, ils sont dans un système où au lycée, c'est les stars et ils arrivent, ils font un an universitaire où la fac, pour gagner de l'argent, les met en avant et les fait jouer direct et ils arrivent en NBA, mais ils connaissent pas le métier. Et ben du coup, ils arrivent et ils croient qu'ils peuvent bousculer la hiérarchie juste parce qu'ils ont du talent. Ben non, ça se passe pas comme ça. Et dans une ligue qui est aussi élitiste, ben il faut gagner sa place. Et Harper, je crois que le fait qu'il vient d'une famille de basketteurs, son père lui a dit, écoute, tu sais moi, quand je jouais aux Bulls, j'ai pas eu mon mot à dire. J'étais meilleur scoreur quand j'étais à Cleveland, quand j'étais aux Clippers. Mais après, je suis arrivé avec les Bulls de Jordan. Ben moi, je me la suis fermé et puis j'ai pris le rôle qu'on m'a donné. Et j'ai pris des bagues. Ouais. Et voilà, on espère la même histoire pour le Pour fils le d'Harper. fiston. C'est ça. Moi, je vais prendre quelques instants rapidement pour parler d'un autre joueur moi, qui m'impressionne vraiment dans cette équipe des Spurs. C'est pas le nom le plus clinquant. C'était un joueur qui est là depuis quelques temps. C'est Keldon Johnson, qui lui aussi sort du banc. Alors, c'est intéressant que les deux joueurs qu'on ait pris soient des joueurs qui soient pas dans l'axe 5 essentiel, en tout cas 5 de départ. Keldon Johnson, c'est un candidat clair au titre de 6e homme de l'année, parce que là, on arrive dans les awards, hein, on arrive dans les trophées individuels, là, d'ici la fin de saison. Donc, même si c'est pas le débat de l'émission, il fait partie de la shortlist. Keldon Johnson, c'est vraiment un remplaçant de luxe. Regarde un petit peu les stats. Alors, moi, j'ai les stats globales, hein. Je vous avoue, j'ai pas été voir sur le mois de mars. Il est à 23 minutes de temps de jeu, il a 13 points, il a 5,5 rebonds. 5,5 rebonds, pardon, on va essayer de parler correctement. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le pourcentage. Il a 53% au tir et à quasi 38% à 3 points. Donc, il n'hésite pas à artiller de loin. Il y a un côté un peu pétard ambulant avec ce mec-là qui est capable de tout faire, qui apporte énormément, qui apporte très rapidement dans la seconde unit. C'est le genre de joueur, franchement, tu le fais rentrer sur le terrain, quels que soient les 4 autres joueurs qui vont l'entourer, il sait ce qu'il doit faire, il sait comment le faire et il sait très bien le faire. C'est vraiment un mec qui a été impactant dans cette saison régulière pour les Spurs. Le mois de mars en parle, on est témoin, mais qui peut être aussi très impactant en vue des playoffs. Et là, c'est un peu vers là que je voulais vous emmener, messieurs, pour clôturer rapidement sur les Spurs, pour qu'on puisse enchaîner derrière quand même. La fin de saison régulière approche d'ici quelques jours, quelques semaines maximum. Comment on voit ça sur les playoffs, Thierry Ricardo? Je vais te lancer là-dessus. Tu parlais de Mitch Johnson et du coaching que toi tu saluais. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu peur que le manque d'expérience autant de l'effectif que du coaching puisse être vite problématique pour les ambitions élevées des Spurs dès cette saison? Alors, tu as 2 façons de le voir. La première, c'est tu te dis: «Regarde le taf qu'ils ont fait, pour scruter
le jeu d'OKC et comment répondre et matcher au jeu d'OKC. Et là, tu te dis que Mick Johnson, il a fait un super boulot et qu'il a trouvé des parades, il a trouvé une façon de jouer OKC. Quand tu regardes même sur les oppositions qu'ils ont pu avoir, alors tu vas me dire, c'est aussi leur dynamique, mais je trouve qu'ils ont bien, je trouve qu'ils lisent bien le jeu de l'adversaire et que le staff de San Antonio, je trouve qu'ils savent bien s'adapter. Après, moi, c'est pas sur ça que j'aurais le plus de crainte. Moi, là où je pense qu'il y aura peut-être quelques difficultés côté San Antonio, c'est sur le côté physique. Parce qu'on a vu sur des séquences de matchs où ils allaient chercher Victor physiquement, ils allaient taper dur. On a vu comment Détroit l'a joué. On a vu des séquences et on a vu des séquences où Victor physiquement, il était même en fin de match, il avait les mains sur les genoux, il était vraiment dans le dur. Et je me dis sur des séquences où il va falloir jouer 6-7 matchs sur des temps rapprochés et enchaîner avec la série d'après, c'est peut-être sur cette partie-là où je me dis qu'il va falloir attendre un tout petit peu pour qu'il puisse donner sa pleine mesure, pour que physiquement il soit capable de tenir sur la longueur, sur des match-ups durs et compliqués. Et moi, je dirais que ma petite crainte sur les playoffs, elle serait plutôt physique que tactique. Ok. Yaya, rapidement sur ce qu'on. Alors, on parlera évidemment plus en longueur des playoffs dans les épisodes à venir. Mais là, Ouais. juste pour conclure sur les Spurs, cette dynamique-là, tu disais ne pas être prêt trop tôt. T'as Oui, des c'est ça. craintes? Non, mais là, tu vois, effectivement, ils vont pouvoir régénérer les corps parce que il y a quand même une semaine pour refaire un peu de jus entre la fin de la saison régulière et le premier tour de playoff parce que eux, du coup, ils vont pas faire faire le play-in. Et c'est peut-être un petit peu ce qui va être embêtant, c'est de pas avoir cette expérience du play-in. Ok, ici, ils avaient eu l'expérience du play-in avant et ça leur avait servi pour ça. Après, l'objectif pour eux, ils sont pas programmés pour aller faire une finale de conf à la base. Mais du côté, moi, je trouve il y a une opportunité puisqu'il y a rien à perdre. Ils étaient programmés pour aller en play-off cette année. Et là, du coup, il y a une vraie opportunité. Après, ça va dépendre du tableau qu'ils vont avoir. Ils vont recevoir une équipe qui sort du play-in, qui va arriver lancée, Hmm. mais normalement, ils sont au-dessus en termes de talent. Donc, Oui, moi c'est à partir là-dessus, des c'est en demi-finale de ouais. conf où ça peut commencer à se corser un petit peu, tu vois. Et surtout qu'il y a peut-être une équipe qui aime les joutes. Bon. Il y a pas mal d'équipes qui vont aimer les joutes, je pense, à partir des demi-finales de conférence, ça promet, hein. Oh, non, non, les spécialistes, on sait qui c'est les Wolves. Ah, tu veux quoi? Le loup va manger le coyote, c'est ça? Ah, Ah. ouais, parce que mais enfin, on en parlera en On temps et le en fera heure. après. On le fera le moment venu, Yaya. On s'emballe pas. Ah, Exactement. voilà. On a fait un bon pavé pour les Spurs, évidemment. On va enchaîner avec notre bonne surprise du mois, messieurs. Messieurs, dames, hein, qui nous écoutez évidemment dans le podcast. On va parler des Lakers, des Los Angeles Lakers, et ça fait plaisir. On va prendre un bon gros morceau de temps pour parler de cette équipe des Lakers. Et Yaya, bah tiens, je vais te lancer pour enchaîner sur le ping-pong. Cette équipe des Ouais, Lakers, le bilan 13 victoires, 2 défaites sur le mois de mars, invaincu à domicile. 8-0. ouais. La Staples Center Crypto.com Arena est une forteresse imprenable. On connaît toute ton admiration et on attend la punchline au bout de 30 secondes pour le numéro 23. Mais au-delà de ça, cette équipe des Lakers n'est-elle pas l'épouvantail absolu pour les playoffs à venir? Ouh, là, tu me lances sur un Oui. sujet un peu périlleux, là. Alors, le numéro 23, tu parles duquel? Le vrai ou parce Ah qu'il bah, y en a je qu'un, parle hein, du numéro 23. du seul et unique, Tu sais, celui qui Il, joue par- il encore parle de ma... actuellement, qui joue depuis 20 ans, tu sais, celui qui a pas pris une première retraite avant de revenir, celui qui est là depuis 20 ans, tu vois. Ah, ah, d'accord, Ah, oui, celui qui perd les finales. Oui, d'accord, OK. ouais, Heu, moi, je croyais que tu parlais de Marine Johannes. oui, c'est vrai. Ah bah voilà, très bien. On aura notre arbitre maintenant. Ah non, il est de mon côté, il est de mon côté. Oui, je sais, Non, non. malheureusement, ouais. Bon, Yaya, on y va, vas-y. Non, non, mais les Lakers, c'est hyper intéressant parce que, il y a eu un flottement au retour de LeBron et on s'est dit: «Mais qu'est-ce qui va se est-ce qu'ils vont tomber?» On avait fait une émission, justement, où on avait parlé, qu'ils étaient en grand danger, puis finalement, là, ils ont mis un coup de collier et surtout, il y a un changement dans la hiérarchie. Tout à l'heure, quand on parlait des Spurs, on parlait de hiérarchie. Mmh. Là, c'est vraiment ça qui se passe du côté des Lakers avec, Luka Doncic qui a vraiment pris le pouvoir. Maintenant, c'est sa franchise
Et ça, il a fait des cartons tout du long du mois de mars. Donc du coup, tu vois, ça met l'équipe sur une dynamique. Après, attention, moi je trouve que c'est un peu fragile quand même parce que tout n'est pas aussi clair que ça. Tu vois, j'en veux pour preuve, ils sont 20e au defensive rating. Et arriver sur les joutes de play-off quand les scores vont baisser, ça risque d'être un peu plus compliqué, tu vois? Même il y aura un peu moins d'open court. Heu, j'ai j'ai un petit doute par rapport à ça. En fait, j'ai peur que, ils aient un jeu de saison régulière avec Luka en tête et que derrière, en termes de play-off, ça va être compliqué et va falloir il y a beaucoup de joueurs à cacher en défense quand même. Donc moi je il y a un petit truc. Alors après peut-être qu'ils ont caché des choses et notamment du pick and roll avec DeAndre Ayton qui moi le joueur, qui manque d'être plus mis en avant. Vas-y Ricardo, pardon, Ouais, je t'ai ouais, pas ouais. lancé. Juste un point, Yaya, par rapport à ce que tu disais. Sur la défense, tu sais que depuis décembre, ils sont la 10e défense de la ligue. Donc, ils ont monté le ton en défense. Ils ont monté le ton en défense. Ça se voit aussi sur le nombre d'interceptions, par exemple, fait par Luka, où tu vois qu'il est un peu plus concerné quand même par la défense qu'il n'était en début de saison. Moi, je trouve que son attitude est meilleure en défense à Luka. Alors, ça va pas tout résoudre, hein, effectivement, sur la défense, mais je trouve que sur, notamment sur le mois de mars, déjà, il faut pas oublier, les gars, c'est que la série, elle est faite en road trip à l'extérieur, hein. Mmh Donc, mh. et que on vient de dire qu'ils sont très, très bons à la maison. Là, une Ouais. partie de la série du mois de mars, ils se la font en road trip à l'extérieur. Donc je trouve que c'est quand même intéressant. Et puis tu disais sur le rôle de LeBron, ouais, effectivement, je trouve que son rôle, il a changé. Déjà, il prend moins de shoots, hein. Là, sur le mois de mars, en moyenne, il prend 4 shoots de moins qu'il prenait sur le reste de l'année. Et puis surtout, c'est qu'il est beaucoup plus efficace. C'est que là, il tourne à 57 de réussite au shoot, LeBron, sur le mois de mars. Donc Mmh. oui, je trouve qu'ils l'ont repositionné. Je pense que le petit coup de gueule qu'il y a eu entre Doncic et LeBron où il lui a dit: «Tu aurais dû prendre le dernier shoot, non, ça aurait dû être toi», je pense que Lucas, il s'est dit: «Ah ouais, OK, donc ça doit être moi. Bon, bah, maintenant ça va être moi». Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il s'est dit: «Ça va être mon équipe». Et je trouve que, là où il a progressé Luka, c'est il est meilleur en ce moment dans les fins de match qu'il ne l'a été. Moi, j'ai toujours dit Luka Doncic, c'est un mec de première mi-temps et dès qu'arrive la deuxième mi-temps, physiquement, il baisse, il pleure auprès des arbitres et puis il se perd et il a du mal sur les fins de match. Là, je trouve il est Ah plutôt bah, bon en fin de match. Il est même clutch sur certains matchs et je trouve que c'est ça qui, moi, me laisse penser que, bah, finalement, on les a peut-être pas vus assez beaux, les Lakers, et que peut-être ils vont déjouer certains pronostics et qu'ils vont être un peu plus durs à jouer que ce qu'on ne pensait. et plus playmaker, notre ami, Luka. Je trouve qu'il Ouais. est en fait, le fait qu'il soit plus playmaker lui donne des opportunités de shoot aussi. En fait, qui marque beaucoup très vite, lui donne de l'occasion à être plus playmaker mais également d'être plus playmaker lui donne plus d'ouverture pour jouer. Je sais pas si tu vois, mais moi je trouve que ça c'est très intéressant et je pense que c'est ce qui manquait vraiment aux Lakers ces dernières saisons. Depuis le départ de Rajon Rondo, il manquait ce mec qui faisait tourner l'équipe. Que LeBron n'est plus en capacité de faire comme il faisait dans ses plus belles années. Et là aujourd'hui, il est plus finisseur et je trouve que on en avait parlé au moment du trade et je trouve que ça c'est hyper intéressant pour les Lakers que LeBron soit plus finisseur et et en plus avec un axe 1-5 qui malgré tout est quand même assez intéressant autour. Ouais, après l'axe 1-5 pour, je me permets de reprendre un petit peu là-dessus. Ayton, il y a encore des choses à prouver. Il y a un côté montagne russe dans sa mentalité et dans ses discours. Tu peux avoir un DeAndre Ayton qui dernièrement a clairement expliqué qu'en gros, il avait enfin compris son rôle, que c'était pas celui qui devait marquer le plus de points et qui devait avoir un autre impact dans le jeu. Mais à côté de ça, tu peux avoir un Ayton qui passe à côté complètement de la plaque, psychologiquement, émotionnellement et qui va s'en foutre, excusez-moi l'expression. Donc, je reste
personnellement sur mes gardes sur DeAndre Ayton. Tant qu'il fait des belles performances, on est content quand on est fan des Lakers et quand on apprécie cette franchise-là et on dit merci, merci DeAndre. On n'est jamais à l'abri avec ce genre de joueur-là. Il l'a montré à Phoenix, qui peut complètement péter un câble et redevenir un joueur lambda, voire mis sur le banc. Et moi, ce que je voulais aborder avec vous un petit peu sur cette équipe de LA, vous avez parlé de Doncic, évidemment, vous avez parlé de LeBron. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette dynamique des Lakers, c'est en fait le changement de mentalité qui vient, je pense, de LeBron, qui vient des joueurs stars, évidemment, mais qui vient aussi du coaching, qui vient de JJ Redick. On l'avait entendu toute la saison, JJ Redick râler sur le manque d'implication défensive de ses joueurs, euh, sur l'état d'esprit, sur le sens du sacrifice qu'il faut avoir quand tu joues en NBA. Et là, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'il y a ce déclic-là. Tu parlais des ratings défensifs, Ricardo, depuis 2026. Là, j'ai vraiment eu cette impression, au-delà des chiffres, que cette équipe-là, dans la globalité, a enfin compris, en fait, qu'ils pourront pas gagner uniquement en s'appuyant sur le talent, aussi fort soit-il, de Luka Doncic, qu'on met dans des discussions top 3 MVP pour la fin de saison. Alors après, vous le mettez où vous voulez, mais il est stratosphérique. Il y a des grosses perfs en attaque, ouais, mais il y a surtout un état d'esprit qui a complètement changé en défense. Luka Doncic n'est pas un lock défensif, mais n'est peut-être plus le plot qu'il a pu être. Austin Reeves, c'est encore un petit peu différent, mais en tout cas, c'est un petit peu mieux déjà. LeBron se donne aussi, quand on le voit se jeter sur des ballons à 41 ans. On n'aime pas le joueur, mais on peut pas critiquer et reprocher le mental et l'état d'esprit de ce mec-là qui, depuis 20 ans, c'est toujours le même, quasiment en tout cas. Et au-delà de ça, c'est tous les joueurs moins flashy des Lakers. On sait que les Lakers, c'est une franchise où il faut des spotlights, il faut des gros noms, il faut des superstars, mais il faut aussi des joueurs pour faire un effectif. Luke Kennard, Rui Hachimura, Jack Laravia, ces mecs-là, c'est pas des noms clinquants, c'est pas des noms brillants, mais c'est des noms qui te permettent d'avoir cette équipe-là et qui permet aux joueurs stars de briller et d'étinceler, d'être étincelants quand ces joueurs-là sont au service d'un collectif. Moi, Rui Hachimura, c'est un mec que j'adore depuis des années et je trouve que c'est vraiment, toute proportion gardée, l'équivalent pour Denver d'un Aaron Gordon dans l'impact et dans l'importance que peut avoir Rui Hachimura. Faut vraiment pas mettre ça de côté. Et je terminerai par là, Marcus Smart. J'avais des doutes sur son arrivée, Marcus Smart. J'avais des doutes et je vais te lancer, Ricardo, sur Smart. Ancien D-Point, faut-il le rappeler, avec la franchise ennemie des Celtics. Mais en fait, je pense que quand tu as un Smart dans ton équipe, tout de suite, ton état d'esprit défensif change. Donc, je te laisse la main sur ça. Ouais, bah écoute, c'est exactement ce que j'allais dire. Je trouve que ce mec-là, au-delà de l'impact qu'il a sur les stats, qui sont pas extraordinaires sur l'année, mais ce mec amène une dynamique en défense déjà, et surtout c'est qu'il entraîne les joueurs avec. Je sais pas si vous avez vu, il y a des passages où il parle à Lucas, où il où il l'engueule quand il fait pas le taf en défense, et où il explique, bah, ouais, il bouge-toi, ferme l'angle, ferme la ligne. Notamment, j'ai souvenir de 2 passages où Lucas il se fait prendre un peu trop facilement, et Smart il le bouge derrière, et Smart il n'hésite pas à dire à LeBron quand LeBron il fait pas le taf en défense. Et oui, effectivement, je suis d'accord avec toi que c'est peut-être ça finalement le changement le plus important chez les Lakers, c'est qu'ils ont compris, et que si chacun fait un tout petit peu plus, bah, ça va passer. Enfin, ça va passer. Je dis pas qu'ils vont être champions NBA, hein, mais en tout cas, dans la conférence Ouest, les voir en demi-finale, voire en finale de conf, tels qu'ils jouent aujourd'hui, c'est pas complètement aberrant. Ça s'entend complètement. Yaya ne veut absolument pas des Lakers en finale de conférence, parce que ça voudrait dire que normalement tes loups ne seraient pas en finale de conf. Alors s'il y a un Los Angeles Minnesota en finale de conf, attention. Hein, là, je pense que personne n'est prêt dans les brackets, mais Là, pour l'instant, on serait parti plutôt sur les Lakers Wolves dès le premier tour, et pour un remake de l'an passé. Et malgré tout, j'ai bien peur que les mêmes causes fassent les mêmes effets. Même si effectivement, j'entends les efforts défensifs supplémentaires. Malgré tout, je vois pas enfin bon, après c'est de la supposition, mais faut voir ce que c'est. J'ai j'ai peur que ce soit une équipe encore qui reste une équipe de saison régulière. Ça me j'ai encore le doute. Mais
je ne demande qu'à une chose, hein, c'est d'être convaincu que j'ai tort. J'ai le droit, je détiens pas la science infuse. Je pense que cette équipe a quelques carences, notamment défensives, même si effectivement Marcus Smart, Mmh. il vient éteindre le feu partout. Il faut Mmh. pas, mais tu vois, en termes de rating, c'est le pire rating de l'équipe. Donc moi là-dessus, j'attends de voir. Et et après c'est pareil, il faut quand même que le coach JJ Redick arrive sur une série à rentrer dans la tête du coach adverse pour passer et faire les ajustements. Est-ce qu'il a l'effectif pour faire plus d'ajustements? Sur un match, effectivement, tu as parlé de Luke Kennard. Oui, sur un match, Kennard peut prendre feu et faire ce qu'il faut. Mais après, je suis pas sûr qu'il y ait tant d'ajustements, de possibilités d'ajustements avec les Lakers, même si ils en ont plus que l'an passé. OK. Donc les Lakers, ça va être une équipe vachement intéressante à suivre, évidemment, déjà sur Ouais. la fin de saison pour voir les classements, entre les places. Bon, le top 2, voilà, il bougera pas, mais après peut-être 1 ou 2, ça peut bouger, même si ça reste assez probable que le Thunder reste premier. Mais après 3, 4, 5, 6, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, hein, ça va être la bagarre, même si l'Est, ça peut descendre aussi, plutôt entre 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon bref, vous irez voir les classements, mais ça va vraiment tous les matchs vont compter, que ce soit pour les Lakers ou pour les autres franchises. Donc, on va suivre ça avec grand intérêt, évidemment. On va Les enchaîner avec Lakers, notre... juste Ouais, une chose, excuse-moi, je te coupe dans ton lancement, t'inquiète. mais les Lakers, il y a aucun monde où ils ne terminent pas troisième. Pour moi, pour moi, ce serait un très mauvais signal s'ils terminaient à une autre place que la troisième place. OK. Pa Alors attends, j'ai Parce j'ai que pas le classement devant les yeux, je t'avoue, donc j'ai pas les écarts, mais mais sans parler mmh, d'écart, Ouais, c'est ils ont un et demi d'avance, en sur ce moment Denver, ouais. sur Denver. Beh, là où je partage, où je partage ce que dit Yaya, c'est que il faut qu'ils arrivent avec une dynamique quand même. Donc, ouais, s'ils arrivent avec une mauvaise dynamique, là effectivement, ça peut être un peu plus difficile. Et juste vraiment une dernière phrase, c'est que je suis d'accord avec toi que bon, les Wolves, voilà, mais les Lakers, c'est la pire équipe à jouer au premier tour. Je pense que physiquement, notamment chez Luka, chez LeBron, plus les playoffs vont avancer, plus ça va être difficile. Je pense que c'est vraiment l'équipe que personne n'a envie de jouer au premier tour. Non, clairement. Calendrier des Lakers, tu as 2 fois OKC, tu as Cleveland, tu as Dallas. Bon, après, la fin est quand même plus facile. Tu as les Warriors. Phoenix, attention, Phoenix pourrait avoir quelque chose à jouer sur la fin de saison pour les places. Bon, tu finis à Utah, mais le double choc contre OKC va être intéressant. Tu as un match au Thunder et tu reçois le Thunder 5 jours après. Donc, ça va être pas mal de suivre pour les Lakers. Mais voilà, toutes ces histoires de classement, on sait très bien qu'en fin de saison, en général, c'est un des enjeux, un des attraits majeurs pour nous, fans de la première heure de NBA. On enchaîne avec l'équipe peut mieux faire. On va commencer un petit peu à sortir la règle et j'allais dire sortir la ceinture, mais non, ça c'était un vieux temps. Pour commencer un petit peu à critiquer certaines équipes. Et là, on va en parler d'une en particulier. On va rester à l'Ouest, messieurs. On est très focus Ouest là pour ce conseil de classe. Alors, on va parler des Houston Rockets. Les Houston Rockets, bilan à l'équilibre. 7 victoires, 7 défaites sur le mois de mars. 5 victoires, 3 défaites à domicile, 2 victoires, 4 revers à l'extérieur. Ricardo, je vais te lancer sur cette équipe des Rockets. Il y a évidemment pas mal de choses à aborder. Juste avant, moi, je voulais juste donner 1 ou 2 chiffres pour parler de ce côté peut mieux faire, voire limite cancre parfois pour les Rockets. C'est sur certains matchs du mois de mars où c'est pas des défaites, c'est des pilules qu'ont pris les Rockets. Il y a un Je voulais match dire contre autre les chose. Spurs. Ouais, Je voulais dire oui, autre chose. une pilule. Oui, mais on va dire pilule. Un match contre les Spurs. On parlait des Spurs comme très bon élève en début d'émission. Ils ont pris 25 points d'écart à la fin du match contre les Spurs. Ils ont joué contre Denver. Ils en ont pris 36. C'est énorme à ce niveau-là, quand même, quand tu es une équipe comme Houston. Tu as joué 2 fois les Lakers en 48-72 heures à la maison. Tu as perdu les 2 fois. Là, le dernier match contre Minnesota, je pense qu'on va l'aborder aussi, où la fin du match est cataclysmique pour les Rockets. Bon, il y a plein de trucs à dire sur Houston. Ricardo, je te lance cette équipe des Rockets. Est-ce que là, à l'heure actuelle, on arrive à la situer, à la jauger, ou ça reste trop inconstant? Bah, malheureusement, on arrive à la jauger et la jauge est pas bonne.
C'est ça le problème. C'est-à-dire que oui, ils sont inconstants, mais ils sont sur une série qui est tellement mauvaise et j'ai beau les regarder alors c'est une équipe que je regarde beaucoup, Houston. J'ai même eu la chance de les voir en live au mois de décembre et je vous partagerai tout à l'heure un petit feedback sur le jeu d'Houston. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver dans la série, sur le mois de mars, quelque chose de positif à dire sur Houston. Genre les résultats sont pas bons, l'attitude est pas bonne, KD est pas dans sa meilleure, dans sa meilleure passe. Ils ont toujours pas solutionné le problème à la main et voilà. Je trouve que, Mazzulla, il fait tourner ses 5, il monte des 5 différents. Shepard, il l'installe pas, il le remet, il le renlève. Dire, c'est difficile de trouver de la confiance en plus sur un poste de meneur, quand tu sais pas si d'un match sur l'autre si tu vas jouer. J'ai Amen Thompson à la main, mais où est-ce qu'à un moment, on considère que c'est une bonne idée? Enfin bref, alors là, vraiment, sur Houston, j'ai du mal à trouver dans leur dynamique, dans leur, cette séquence du mois de mars et même un peu au-delà du mois de mars, je n'arrive pas à trouver, des points positifs chez Houston. Mmh. Yaya. Alors, heu, moi, le premier truc que j'ai vu, sur Houston et Ricardo, tu l'as abordé, c'est, même si on est dans une, NBA où il y a, de moins en moins de positions de jeu, c'est un porteur de balle et puis, 4 joueurs autour, bah, c'est l'absence de Fred VanVleet. Il y a pas de meneur de jeu, il y a pas de j'ai envie de dire, je vais chanter quelque chose des années 80, c'est ohé ohé capitaine abandonné quoi, c'est Gold quoi, tu vois? Hem, Ça manque en fait de quelqu'un qui va imprimer le rythme et qui va bloquer tout ça. C'est, le poste de meneur, c'est vraiment il manque un stabilisateur. Pour moi, c'est ça en fait dans le schéma et Udoka, il a vraiment besoin de ça et effectivement, i ça se voit qu'il tâtonne et qu'il n'arrive plus à avoir le mojo comme il avait l'année dernière et bizarrement, c'est avec l'absence de Van Vliet et le retour de Houston, dans le haut du classement était aussi avec l'arrivée de Van Vliet, qui avait été tout le monde avait, s'était gaussé quand il avait signé son gros contrat et bizarrement, ça stabilisait bien et là aujourd'hui, ils survivent parce qu'ils ont du talent. Mais il manque de la discipline dans cette équipe. Pour moi, c'est ça, en fait et un vrai fond de jeu et ça, c'est le meneur qui, un vrai meneur, un peu à l'ancienne. Je trouve que c'est ça qui manque, dans cette équipe. Malgré tout, ils sont quand même 11e à l'offensive rating, 7e au defensive rating. Ils avaient essayé quelque chose en début de saison, ça n'a pas tenu, c'est-à-dire aller à l'encontre du small ball et faire vraiment du tall ball à outrance avec beaucoup, beaucoup de rebonds offensifs. Les équipes se sont adaptées. Ils les box out beaucoup plus. Hem, je trouve que là-dessus, il il manque de quelque chose pour switcher. Après, je sais que, là aujourd'hui, cette équipe, elle survit grâce à KD. Même Alors moi, je si voulais avec tous ses défauts, avec tous les défauts qu'il a, hein, il survit et il cache la misère. il a beaucoup de qualité, Kevin Durant. On va en discuter de KD. Moi, je voulais juste reprendre un point que tu abordais, Yaya, et je suis d'accord avec toi. Évidemment, on est tous d'accord sur l'impact de Van Vliet, mais ça, on le savait depuis le début de la saison. Il a jamais joué cette saison, Fred Van Vliet, faut le rappeler. Oui, Donc, oui. tu disais, Ricardo, Rich Shepard, il y a de l'inconstance de la part du coaching, mais il y a de l'inconstance dans son jeu aussi à Rich Shepard. Et je pense que ce mec-là, il est aussi, après voilà, c'est pas contre lui, mais il est limité en quelque sorte dans ce qu'il peut apporter. C'est pas un rôle naturel pour lui, donc bon, bah t'as des soirs c'est bien, t'as des soirs ça c'est pas bon, tu vois. Donc ça va dans cette inconstance générale des Rockets. Et autre absence qu'on a beaucoup moins évoquée et qui pour moi est quand même assez importante et qui va dans la moins bonne dynamique des Rockets au-delà du mois de mars, c'est l'absence d'un mec comme Steven Adams. Faut se rappeler comme Steven Adams, déjà c'est un vétéran en NBA, qui est certes limité sur certains aspects du jeu, mais en tout cas ce qu'il sait faire, il sait très bien le faire. Et dans le style de jeu des Rockets du début de saison, qui était d'aller choper des rebonds offensifs à outrance, on en avait parlé, Yaya, tu viens de le Ouais, redire, on avait fait une émission là-dessus. Une des équipes qui
avait le plus de ballons de rebonds offensifs et donc de ballons de seconde chance, c'était en partie grâce à Steven Adams. Parce que tu avais un pivot néo-zélandais qui prenait de la place dans la raquette, qui prenait des rebonds. Quand il les prenait pas, il avait cet impact global qui faisait que tu avais comme d'autres joueurs de l'effectif qui arrivaient à récupérer le ballon et donc à proposer des secondes chances à cette équipe talentueuse. Et donc, quand tu as du talent, au bout d'un moment, les paniers rentrent dedans, tu vois. Donc, moi, cette absence-là de Steven Adams, je pense aussi qu'il faut la prendre en compte et c'est un facteur dans cette difficulté des Rockets à trouver un style de jeu et à trouver un jeu en fait pertinent alors qu'on est à quelques jours maintenant des playoffs. Donc je sais pas Ricardo, je te laisse la main un petit peu toujours sur Houston, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de trous à combler encore. Bah, moi je vais être assez sévère avec le coach parce que je trouve que cette équipe, elle sait pas comment jouer. Si tu regardes un peu, ils ont quand même perdu 7 de leurs 8 matchs en prolongation. Ouais. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense que si tu as un vrai meneur de jeu sur le terrain, ça aide. Mais si KD est aussi fort qu'on le pense, pas que vous le pensez, moi un peu moins les gars, mais si on pense que KD est aussi fort que ça, et moi je me rappelle avoir entendu quand il a signé dire bah oui, mais les gestions de fin de match avec KD. L'année dernière, Houston ils ont perdu déjà beaucoup de matchs en fin de match. Ils avaient du mal sur les scores serrés à les gagner. Et cette année, c'est encore le cas. Ils sont catastrophiques sur la gestion des derniers du quatrième quart-temps. Et je suis désolé, je vois pas le coach apporter des solutions aux joueurs. La seule solution qu'il y a, c'est on met KD en isolation. KD, sur le dernier match qu'ils ont perdu à Minnesota, le mec, il perd 6 ballons. Il perd 6 ballons dans le match et 2 dans la minute et demie de fin de match. Il se fait contrer par Gobert. Oui, et c'est ce que j'allais dire. Et ça a mis quand même un highlight absolument incroyable où on a vu sur les réseaux Gobert qui mange KD sur un 1 contre 1 en fin de possession. Pour moi, vraiment, je pense que alors oui, tout ce que tu as dit, Yaya, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a une vraie part de responsabilité, d'Udoka sur sa capacité à installer des systèmes et c'est lui qui a fait le choix de pas remplacer, Van Vliet, hein, parce qu'il y a eu des occasions, hem, à la free agents où il aurait pu prendre des joueurs. Il a pris personne sur le poste de meneur. Il nous a expliqué en début d'année, dans sa conférence de presse que oui, effectivement, il allait jouer différemment et qu'il allait imposer, un rythme qui fera que, il aura moins besoin d'un meneur de jeu. Bah, aujourd'hui, on s'aperçoit que, bah, c'est pas ça et que surtout, c'est que pour moi, il amène pas de solution à ses joueurs sur des fins de match compliquées. Le match contre Minnesota en est l'exemple type, hein, qui est là, il y a eu il y a quelques jours de ça, c'était cataclysmique. Et je pense aussi que les pertes de balles qui sont énormes de Kevin Durant, ça c'est clair, c'est factuel, viennent aussi du fait, comme vous l'avez dit, on joue beaucoup trop sur lui, donc le mec il est fatigué, il est au bout du rouleau en fait. Et KD, aussi talentueux soit-il, et moi c'est un mec que j'adore depuis des années, à quel âge? Il a 37, 38 ans maintenant, Kevin Durant. Donc au Ouais. bout d'un moment, bah en plus quand tu Et joues contre les Wolves, Yannick, équipe athlétique par excellence, c'est compliqué au bout d'un moment, tu vois. Ouais. Ah mais complètement. Mais moi, il y a plusieurs choses en fait, si tu veux, c'est que, en termes de rythme, ils sont 29e. 29e en termes de possession. Tu peux pas ga En fait, tu peux pas être une équipe, hem, qui joue le haut de tableau avec en 29 quoi, tu vois? En 29e en termes de possession. Mmh. Donc ça veut dire que tu joues beaucoup plus sur demi-terrain que les autres. Donc ça veut dire que, beh, effectivement, tu es obligé d'avoir et puis quand tu pas d'idées, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais là, à Houston, ils ont du pétrole, mais pas d'idées, quoi. Parce que tu fais un quart de terrain pour Durant et vas-y, tu te mets, tu fais ton pull-up et puis, enfin, c'est caricatural. Donc, ça manque, réellement de liant et de fond de jeu, d'académie. C'est une académie de basket qui manque, en fait. Ils ont pas ce qu'il faut. Après, ils ont des joueurs, tu vois? Ils ont, Sengun, qui pareil, il doit être beaucoup plus servi. C'est lui qui est beaucoup plus l'avenir. Mais sans meneur de jeu, bah, pour amener la balle au pivot, c'est plus compliqué. Et surtout, je suis d'accord, quand tu appelles des systèmes de jeu, l'isolation, j'ai jamais été contre. Moi, je pense que, c'est le système de fin de match
dans les 2 dernières minutes, quand tu dois avoir des paniers, tu sais que Kevin Durant, il a fait ça toute sa carrière. Il va te les mettre. Mais pas trop tôt et pas beaucoup dans le match. Vas-y, Ricardo, on te laisse finir sur les Rockets, tiens. Ouais, allez, pour finir, je vais vous donner 2 chiffres. D'abord, c'est que ils viennent de battre un record quand même, hein, Houston, il faut le savoir, c'est que ça a été la première équipe à prendre 13-0 en prolongation pour perdre un match. C'est vrai. Donc ça, c'est le record de l'année. Et puis non, juste, je trouve qu'en plus, ils arrivent plus à développer leurs jeunes. L'année dernière, ils avaient un jeune que je trouvais très intéressant qui s'appelle Tari Eason. Et le joueur, petit à petit, il est en train de se perdre. Là, sur le mois de mars, il tourne à 11,4% à 3 points en prenant 3 en moyenne par match. Les joueurs, je pense, sont vraiment perdus sur le terrain. Ils savent plus comment jouer. Ouais, c'est ce qu'on disait, en fait. Il y a un manque de liant, ça manque de coaching, ça joue trop sur le talent. C'est vrai que Sengun, on l'a à peine abordé dans ce conseil de classe-là, et il y en aurait des choses à dire, hein, sur Alperen Sengun. On sait qu'il y a eu des frictions aussi, alors entre Kevin Durant, entre Sengun, tout ça. Bon, alors après, ce qui sort, ce qui est dans les médias, les réseaux, faut toujours aussi contextualiser. Mais voilà, c'est pas dingue, toute l'atmosphère autour de Houston. Et c'est vrai que t'en parlais tout à l'heure, Yannick, les dynamiques de fin de saison, autant pour les Lakers ou pour d'autres équipes, ils peuvent arriver lancer plein badin. Autant attention pour une équipe de Houston qui pourrait être typiquement une équipe. On sait qu'il y a des équipes qui vont se faire éliminer au premier tour, hein, c'est le jeu des playoffs. Là, à l'heure actuelle, à l'instant T, les Rockets sont une bonne tête d'éliminer du premier tour. Ah bah complètement. Ouais, parce que on les voit mal être autre chose que 6e à l'Ouest. Hein. C'est ça. Mais Donc, 6e, tu joues les Lakers. tout le monde va jouer les Lakers là. Ça va Non, pas être mais possible, mais 6e, tu joues les Lakers. C'est alors déjà c'est le duel LeBron KD. Mm. Mais c'est moi je suis Houston, je dis allô Houston, on a un problème quoi. Alors le problème, il y a beaucoup de problèmes à Houston. Le calendrier, le calendrier d'Houston, quand on le regarde, ne paraît pas si compliqué que ça. Mais comme cette Non, je suis équipe-là d'accord. est inconstante depuis un moment, alors tu reçois, t'as 3 matchs à la maison. Là, tu reçois New York, donc ça va être très intéressant à suivre. Ensuite, en back-to-back, t'as Milwaukee. Bon, allez quand même, là tu devrais le faire. Tu reçois Utah encore une fois, donc ça devrait aller. Après, tu vas aux Warriors. Bon, voilà. Tu vas à Phoenix, alors on parlait de Phoenix qui va jouer sa place. Et alors attention, parce qu'après, tu as Philadelphie là, qui revient. Je sais pas si vous avez vu le match contre Charlotte, là, où tu avais tous les joueurs qui étaient de retour du côté des Sixers. Et les Sixers peuvent avoir un coup à jouer dans la conférence Est. Tu fais le back-to-back contre Minnesota. Donc là, le Philadelphie-Minnesota, excusez-moi, ça peut être très lourd. Et tu termines contre Memphis. Bon, ça normalement, c'est facile. Mais ça pourrait être typiquement un match de toute fin de saison qui pourrait avoir un impact dans les classements. Mais calendrier des Rockets qui va être à suivre et à analyser avec le New York, Philadelphie, Memphis. Non, New York, Philadelphie, Minnesota, pardon. Celui-là, il est pas cadeau. Ouais. Après, honnêtement, je les vois pas glisser en dessous de la 6e quand même. Hein. Ils ont Non. 3,5 d'avance sur Phoenix. Je pense qu'ils seront en playoff. Mais effectivement, moi je les vois mal. Je les vois mal passer devant Minnesota actuellement. Hein. Et pourtant, tu regardes les écarts. Minnesota, c'est 45-29. Houston, Ouais. c'est 44-29. Il y a Ouais, ouais. vraiment rien, en fait. Mais c'est vrai que sur les dynamiques, et Minnesota n'est pas non plus d'une fiabilité déconcertante depuis le début de saison. Hein. Oui, mais dès que eux, ils arrivent à se mettre dès qu'il y a l'odeur du sang, ça fait 2 saisons. Alors ça tient ce que ça tient, hein. Mais dès qu'il y a, tu vois? Et du côté de Houston, ils ont pas un Anthony Edwards qui dès qu'il faut avoir des shoots coronets, va faire les stops et aller shooter de l'autre côté. Il va aller brancher toute l'équipe adverse et puis va limite les Oui. attendre avec une batte de baseball à la sortie, quoi, tu vois? Oui, non, ça, Et puis là, Minnesota, ils arrivent à gagner des matchs sans Edwards quand même. Hein. sans Edwards, c'est ça en plus, c'est ça. Ils ont pas leurs joueurs majeurs et ils arrivent à prendre des matchs. Donc, le match contre Houston, par exemple. Tu vois. Ils ont des joueurs, hein. Ils ont Ah un bah oui. effectif. On enchaîne et on conclut surtout avec notre camp qu'on va faire plus court évidemment. On est à quasiment 1 heure d'émission, mais voilà, le camp c'est 2 classes, c'est 4 catégories. On aborde notre 4e catégorie,
Et là, on a un magnifique cancre par excellence. On va aller du côté de l'Est, là, tiens, histoire de contrebalancer un tout petit peu sur cette émission. Et les candidats sont nombreux. Nous avons pris le choix de parler des Washington Wizards, l'équipe de la capitale américaine. 1 victoire, 13 défaites sur le mois de mars. La seule victoire des Wizards, c'est à Utah. C'était vraiment c'est vraiment les matchs de fin de saison NBA qui n'ont aucun intérêt, sauf évidemment pour l'équipe qui perd, parce que du coup, pour les histoires de draft, de loterie, de pick et tout ce que vous connaissez évidemment. Moi, j'ai pas nécessairement grand-chose à dire sur les Wizards. Je sais que toi, Ricardo, tu voulais faire un focus sur un joueur, donc on va prendre le temps de le faire. Mais moi, de ce Ouais. que je pense de cette équipe des Wizards, et Yaya, je vais te lancer là-dessus. En fait, c'est le tanking évidemment par excellence, et c'est surtout, mais c'est un tanking qui semble vouloir préparer la saison prochaine. On a vu la trade deadline avec des Wizards qui ont été assez actifs quand même, il faut le dire. Récupérer Trae Young, récupérer Anthony Davis. Alors on sait que c'est des joueurs qui peuvent se blesser plus ou moins fréquemment, D'Angelo surtout Russell. plus pour certains que pour d'autres. Il y a eu des mouvements, il y a une envie en tout cas de sortir de ce marasme-là à partir de la saison prochaine, mais à partir de la saison prochaine. Là, on est toujours dans cette fin de saison 2025-2026 et Washington, franchement, si vous n'avez pas regardé un match de Washington du mois, on vous en voudra pas les gars, hein, parce que c'est cata. Non, mais moi, cette équipe, je sens que tu vois, c'est l'équipe où tu sens que ça peut tourner. Vraiment, ça peut tourner. Ils vont avoir des joueurs qui vont être en contract year, je pense à Bilal Koulibaly, qui va avoir des choses à montrer, qui a une vraie carte à jouer pour dans le Washington, qui peut essayer d'aller atteindre, surtout dans la conférence Est, où tu peux très vite aller dans le play-in, voire dans plus haut dans le play-in, recevoir à domicile assez vite. Un Alexandre Sarr qui pour moi est un joueur ultra moderne et qui pareil s'il bénéficie de comment il s'appelle Rien. d'Anthony Davis qui joue à plein, Ouais. faire un axe un 4-5 tous les deux qui peuvent être très intéressants, très modernes, qui peut stretcher énormément avec beaucoup. Mais ça peut être quelque chose de vraiment, ça peut vraiment très bien tourner. Et Trae Young, s'il est bien dans sa tête et qu'il a envie de jouer, plus Bilal Koulibaly, ça peut faire une équipe quand même. Voilà, mais pour l'année prochaine. Ouais, pour l'année prochaine. Là, cette année, effectivement, mais ils sont tournés vers l'avenir. Et justement, l'objectif, et là, tu vois, c'est des joueurs, c'est de se montrer pour essayer de rester dans l'effectif. On sait que leur premier tour de draft, ils vont essayer de les garder au maximum pour après essayer de les trader s'ils n'arrivent pas à les re-signer. Mais pour moi, tu vois, il y a des équipes sur lesquelles je me pose plus de Ouais. questions que ça. Après, effectivement, c'est pas sexy à regarder, mais tu vois, je pense que l'encéphalogramme, il est pas si plat que ça. Donc du coup, il y a des choses. Et juste une petite je voulais juste signaler quelque chose, c'est que dans le coaching staff, il y a un Français, Alexis Agença, et que, il y en a pas tant que ça, de Français dans les coaching staff. Et Alexis Agença qui, était une sorte, d'Alex Sarr avant Alex Sarr. C'est-à-dire qu'il a un mec de plus de 2 m 13, qui shootait à 3 points. Il y en a pas eu tant que ça. Et donc lui qui était de la même draft que Nicolas Batum, de mémoire, c'était 2008 je crois, ou 2007 ou 2008. Aginsa, ancien joueur des Wizards, si je ne m'abuse, non, je vais pas dire de bêtises. Alors il a été aux Pelicans, il a été aux Bobcats à l'époque. Après il est revenu C'est en vrai. France et il a joué aux Pelicans. Il a été finaliste avec Strasbourg, il avait perdu en finale contre Nanterre. Il est coaché par Vincent Collet à l'époque à Strasbourg. Bon, Ricardo, je te laisse enchaîner un petit peu sur les Wizards. Tu nous as dit en off que tu voulais faire un petit focus sur un joueur en particulier. Et je te laisse Ouais. la main si tu veux faire la situation globale, tout ça, sur les Wizards. Bah, déjà, je vais vous partager une expérience, c'est que je les ai vus jouer à Washington 4 fois cette année. Et moi, j'ai un bilan équilibré, c'est que je les ai vus gagner 2 fois sur 4, donc on doit pas être très très nombreux. Et notamment, je les ai vus faire un très très bon match contre Orlando.
Et donc c'est assez paradoxal parce que je rejoins complètement Yaya sur ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que l'équipe, quand tu regardes comment elle va se construire, tu dis qu'il y a effectivement il y a des choses à faire. Là, quand tu la regardes et que tu la vois jouer en ce moment, alors déjà, moi j'ai un léger problème avec le coach, qui même sur des matchs où il y a aucun enjeu, il sort jamais de ses schémas de coaching. Tu sais à Ouais, c'est quelle un heure, lockdown. tu sais à quelle minute Bilal va sortir du terrain. Tu connais Ouais. exactement ses compositions, ses line-up. Quel que soit ce qui se passe sur le terrain, il ne change en rien. Et je trouve que pour les joueurs, c'est pas forcément très intéressant parce que bah, quand tu es dans un bon match et que tu sens que ça se passe bien et que tu vois que de toute façon tu vas sortir à la 14e minute quoi qu'il arrive et que tu vas revenir à la 27e quoi qu'il arrive, c'est pas très, très motivant, je trouve. Mais par contre, alors déjà, il y a une belle ambiance à Washington quand même, hein, dans une équipe qui perd autant, il y a quand même du monde dans la salle et l'ambiance est plutôt assez sympa. Et oui, je voulais faire un petit focus sur Bilal parce que finalement, le mois de mars de Bilal, il est hyper intéressant. Quand tu regardes un peu ses stats sur le mois de mars, il passe quand même, par exemple, à 3 points, il passe de 28% sur le reste de l'année à 41% sur le mois de mars. Tu vois qu'il prend un peu plus de shoot, qu'avant et tu vois qu'il est toujours aussi actif, il prend des rebonds, enfin, il est hyper complet, Bilal et là surtout, voilà, il a augmenté sa moyenne de points de quasiment 5 points sur le mois de mars par rapport au reste de l'année et oui, comme disait Yaya, tu sens il y a un peu de contrat à aller chercher et je pense que ça le motive. Je pense qu'il est aussi beaucoup moins embêté par les blessures qu'il ne l'a été sur le début de saison où il a joué quand même quelques fois blessé. Et puis, ce que je trouve hyper intéressant pour Bilal, c'est que moi, sur les matchs où je l'ai vu jouer, je l'ai vu défendre sur Anthony Edwards, je l'ai vu défendre sur Banchero, je l'ai vu défendre sur Zion Williamson et je l'ai vu descendre sur Dennin. Et le mec, en gros, il est utilisé pour défendre sur tous les postes, systématiquement. Et et sa défense quand même est assez incroyable. Honnêtement, le match qu'il fait sur Zion est assez impressionnant parce que Zion, c'est vraiment puissant et il arrive, par de la tonicité, par du placement à tenir le choc en défense. Donc, voilà, je voulais juste dire que oui, effectivement, Washington, c'est pas génial, que sur le mois de mars, c'est catastrophique, mais qu'il y a une petite éclaircie, qui s'appelle Bilal Coulibaly à Washington, c'est sur le mois de mars. Moi, j'avais une question, pour toi qui as vu Bilal. Pour toi, si, dans une équipe qui gagne, c'est quelle option? C'est une option 3, c'est une option 2, c'est quoi Bilal Koulibaly? Pour moi, Bilal, c'est un 3. Pour moi, c'est un 3. En plus, s'il continue Non mais, à avoir, en termes d'options, c'est une Ouais, pas le 3e option. poste, en termes Non, c'est d'options. ah, en termes d'options? Ah, ouais. pour moi, pour moi, c'est une 4e option, Bilal. D'une équipe qui gagne, donc une équipe qui D'une va équipe qui gagne, au mois d'une de juin, équipe qui tu vois? gagne, ouais. Ouais, Donc ouais. C'est un c'est un free and D, quoi. exactement, exactement. OK. Pas Après, plus? j'ai du mal à voir honnêtement, quand tu vas avoir sur le terrain, tu vas avoir Trae Young, Anthony Davis, Alexandre Sarr. Bilal, ça peut pas être une des trois premières options quand tu as ces gens-là sur le terrain. Ouais, mais je te parle, il y a je prends un exemple, il y a, allez, Minnesota qui va le chercher pour jouer sur le poste 3 parce que pour X ou Y raison. Ouais, ce serait Heu, pas une mauvaise idée, hein. oui, mais c'est pour ça que je t'en parle. Ouais. Est-ce que, tu te vois passer sur une 3e option ou, dans une autre franchise? Oui, enfin, honnêtement, je pense qu'il a tout le Qui gagne? potentiel. Ouais, je pense qu'il a tout le potentiel pour le faire. Je te dis, son mois de mars, moi, je le trouve vachement intéressant. Je trouve que son jeu évolue bien. Il est intelligent comme joueur, hein, ça, il a aussi ça, hein. C'est-à-dire que tu vois quand même que la formation française fait que les joueurs, quand ils arrivent en NBA, ils ont quand même une intelligence de jeu qui est un tout petit peu au-dessus de la moyenne de ce que tu peux trouver en NBA. Et puis surtout, c'est que l'avantage que tu as quand tu as un joueur comme Bilal dans ton équipe, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que tu peux le faire défendre sur 4 postes et que tu peux le faire défendre sérieusement. C'est-à-dire qu'un profil à Nicolas Batum, tu vois, à mon avis, c'est ce qu'il faut qu'il vise, Bilal. C'est-à-dire que, c'est un mec qui devient à un moment un peu indispensable parce qu'il crée aussi du lien dans l'équipe, que la balle passe beaucoup par lui. En attaque, il touche beaucoup le ballon, hein, que ça soit pour réorienter, pour que ça soit pour, moi, j'ai un match, je l'ai vu, il a joué en poste 1, il a monté la balle, hein, tout le match. Ouais, OK. OK. Mais, moi, si tu veux,
j'avais vu un truc où les scouts qui cherchaient, effectivement, c'est des joueurs qui sont capables de défendre sur au moins 4 positions. Et lui, il est vraiment dans là-dedans. Et en plus, il peut être dangereux en attaque. Tu vois, moi, je pense que ce sera peut-être un peu. Il arrive à trouver une bonne équipe, un peu plus qu'un Nicolas Batum, même si Nicolas Batum, c'est grand ce qu'il fait, c'est énorme. On se rend pas compte, on se rend vraiment pas compte. Mais je pense qu'en termes de scoring, il sera peut-être un peu plus capable de transiter parce que il a la capacité de projection que n'avait pas Batum. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je pense que il peut aller chercher des points comme ça sur sa capacité à transformer avec la transition défense-attaque que n'était pas le cas à l'époque pour Batum. Bon, en tout cas, c'est un cancre à vous écouter qui peut quand même prétendre à viser des places un peu plus hautes dans nos futurs conseils de classe, messieurs. Mais ce sera l'année prochaine, oui. hein, ce sera pas tout de suite. Mais tu sais quoi, moi, autant il y a des cancres, je leur donne un point juste pour l'encre et le papier. Eux, je leur donne un peu plus quand même. Bon, très bien. Et ben c'est sur ça qu'on va conclure ce conseil de classe du mois de mars. Je vais vous remercier, messieurs. Merci Yaya, merci Ricardo pour cette première. J'espère que ça s'est bien passé. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et je vous remercie encore tous les deux pour votre accueil. C'était vraiment très agréable. Bon, Plaisir donc, partagé. exactement. Merci à toi, merci à vous, en tout cas évidemment de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. On va se retrouver pour un prochain épisode, évidemment avec la fin de saison régulière, les playoffs. On a un programme là, qui est en train de se mettre en place avec de belles émissions en perspective. On vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne semaine basket, profitez bien et on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux de N1 et donc sur le podcast N1. Très bonne fin de journée à vous. À plus tard, ciao. Ciao. Ciao, ciao.